On a interrogé beaucoup de voisins à son sujet. On a très vite pu établir qu'il n'avait rien à voir avec tout ça. Il avait juste trouvé la tête. Je me demandais surtout, qui fait une chose pareille? Où est le reste du corps? Personne ne mérite de se retrouver ainsi coupé en morceaux, qu'on éparpille dans les bois et qu'on abandonne comme on l'a fait à cette femme. L'une des premières choses qu'on a faites a été un prélèvement ADN pour tenter d'identifier la tête et l'associer à un membre de sa famille. On a prélevé des échantillons de dents, de cheveux, de cerveau, de peau. À partir d'un échantillon ADN, on pourrait déterminer sa lignée, trouver un parent proche, savoir d'où elle vient. Quelque chose qui nous aiderait à comprendre ce qui avait bien pu se passer. On a envoyé un échantillon de son os occipital à l'université de North Texas pour analyse ADN. Rien. On a envoyé des échantillons de cerveau, de tissu, de cheveux au FBI pour tenter de déterminer son identité. Rien. On a bien dû faire au fil du temps 5 ou 6 tentatives de correspondance ADN. Et chaque fois, ça n'a rien donné. Ils n'ont pas pu établir de profil ADN. Rien sur quoi s'appuyer. On a fini par comprendre que le fluide d'embaumement détériore l'ADN des échantillons. Et donc, on n'a pas été en mesure de trouver le moindre marqueur ADN qui nous permette de trouver une correspondance ou de faire une comparaison. À ce stade de l'enquête, Andy et moi avons discuté, puis nous avons décidé de faire appel au public, dans l'espoir que quelqu'un puisse l'identifier. On ne souhaitait pas publier de photos. Alors, on s'est mis en quête d'un artiste médico-légal. En général, les gens m'appellent quand ils n'ont plus d'autre option. Lorsqu'on contacte un artiste médico-légal, c'est qu'on est un peu désespéré. Cet inconnu avait quelques détails très reconnaissables. Sa permanente et une couleur de cheveux peu naturelle. 2 grains de beauté caractéristiques, petits mais très distincts, sur la joue gauche. Je me suis dit qu'elle pouvait être fumeuse, à cause des rides autour de sa bouche et un peu à la coloration de ses dents, mais surtout à cette forme que la bouche adopte à force de tirer sur une cigarette. Je pensais qu'en rendant ce dessin public, on recevrait un certain nombre d'appels. They released a sketch of what the woman might have looked like. They do not know how long ago she may have died or why. Mais cette piste non plus n'a pas fonctionné. Cette femme avait été dépouillée de sa propre identité et on était toujours incapable de dire de qui il s'agissait. Ils sont revenus me demander une sculpture. C'est un travail plus long. Mais ça peut être utile, parce que nous sommes parfois plus reconnaissables sous un autre angle. Si votre trait dominant se trouve sur votre profil, on ne le verra pas sur un portrait de face. J'essaie de ne jamais perdre de vue que c'est un être humain que je représente. J'ai conscience de contribuer à donner une sépulture à un mort. On voulait l'identifier. Si une personne meurt au bord de la route, on ne la laisse pas sur place, à la merci des oiseaux qui viennent la dévorer. C'est pourtant ce qui est arrivé à notre inconnue. On l'a abandonnée au bord d'une route. Il faut bien remédier à ça. Et c'est exactement ce que le chef O'Brien, Andy et moi-même, on s'évertue à faire.
It has now been 1 month since a human head was found along a road, and there are still very few answers. They released a 3D model. I want you to take a look at this. Please emphasize that this is a clay reconstruction that is considered a family likeness. It is not exact. Je travaillais sur cette affaire quand ils ont engagé cet artiste pour créer un portrait ressemblant. La sculpture a réussi à faire parler et des gens ont même appelé. On a accordé de l'importance à tous les appels, à toutes les pistes qui se présentaient. Je ne suis pas du genre à parier, mais j'ai dit au chef O'Brien que quelqu'un allait nous dire qu'un mausolée avait subi une effraction ou qu'une tombe avait été éventrée. Puis un jour, on a reçu une piste du coroner du comté de Fayette, qui se trouve un peu au sud d'ici, à environ 1h30 d'Economy Borough. Il nous a parlé d'une crypte qui avait subi une effraction. Le cercueil avait été arraché du mur et la tête de la personne qui s'y trouvait avait disparu. Bon, ils ont un corps sans tête et nous, on a une tête sans corps. Ça doit forcément correspondre. Le 4 août 1988, suite à un appel, je me suis rendu à la crypte de Teresa De Carlo. Elle avait toujours vécu dans la région et était morte au début des années 50. Et on a découvert que sa crypte avait subi une effraction. La fenêtre à l'arrière avait été fracturée. Le couvercle en verre du cercueil avait été brisé et la tête de Teresa De Carlo avait disparu. Il m'a semblé comprendre que l'objet utilisé pour séparer la tête du corps était un outil tranchant, peut-être un couteau très aiguisé. On a procédé à des recherches approfondies dans le cimetière pour voir si la tête avait été abandonnée dans les environs. Mais on ne l'a pas retrouvée et on n'a constaté aucune autre profanation. Voici la crypte de la famille De Carlo. S'il s'était agi d'un vol traditionnel, le voleur aurait sans doute emporté les montres et les bagues en or. Mais il n'a pas touché aux bijoux. Si on se donne tout ce mal, pourquoi ne pas prendre les objets de valeur? Pour moi, il s'agissait d'un crime sataniste. À cette époque, un culte sataniste était très actif dans le secteur. On recevait des appels relatant des activités satanistes dans la grotte de Dunbar. Elle se trouve à 15 ou 20 minutes à peine du cimetière où a été volée la tête de Teresa De Carlo. C'est dans cette grotte qu'ont eu lieu nombre d'activités satanistes entre la fin des années 80 et le début des années 90. Ils procédaient à des sacrifices, des fêtes et des rituels. Et la pièce de choix pour un sataniste, le plus précieux qu'il pouvait posséder, c'était une tête humaine. C'est ce qu'il voulait le plus et qu'il recherchait activement. Après ma retraite, je suis tombé sur un article de journal à propos d'Economy Borough, où ils avaient trouvé une tête non identifiée. D'instinct, je me suis dit qu'il s'agissait peut-être de notre tête. C'était une affaire très intéressante qui pouvait peut-être correspondre à la nôtre. On a comparé les photographies de la tête de notre inconnu avec celles qui nous ont été transmises, représentant Teresa De Carlo. Il y avait quelques similarités avec notre inconnu, quelques ressemblances. C'étaient deux femmes blanches. Teresa De Carlo est morte à l'âge de 75 ans. On estimait l'âge de notre tête entre 60 et 80 ans. Ça correspondait. Notre médecin légiste et notre coroner nous ont demandé d'examiner sérieusement cette hypothèse. On devait trouver le meilleur moyen de faire correspondre Teresa De Carlo et notre inconnu. Mon équipe et moi avons été chargés de déterminer si la tête découverte en 2014 correspondait au corps qui reposait dans le mausolée depuis 1952. On a tout de suite remarqué qu'elle avait subi de nombreux soins dentaires au fil des années. Elle avait de nombreux ciments dentaires couleur dents à l'avant de la bouche. On a découvert que ces ciments étaient composés de verre de silicate de barium.
Les produits à base de silicate de barium sont assez courants, mais c'est de la dentisterie moderne. Ces techniques étaient impossibles en 1952 pour la bonne raison que ces matériaux n'avaient pas encore été inventés. Cette tête avait subi des soins dentaires entre les années 80 et 90, alors que Teresa De Carlo est morte en 1952. Nous en avons donc conclu qu'il n'y avait pas correspondance. Retour à la case départ. Certains policiers avec qui je travaille, quand ils veulent me faire un compliment, me disent que je ne lâche jamais rien. Ceux qui ne veulent pas me faire de compliments me disent que je suis insupportable. Parce que je veux toujours mettre les points sur les i et les barres sur les t. Je veux que pour chaque affaire, même lorsqu'il n'y a pas d'arrestation, nous ayons toutes les réponses à nos questions. Tout le monde a le droit d'avoir un nom. Cette femme aussi, et pas juste l'inconnu. Pendant toute la durée de cette enquête, une question nous a hantés en permanence. À quel moment quelqu'un peut-il avoir l'opportunité de trancher une tête pour la séparer d'un corps? Cette femme était embaumée. Elle avait donc très certainement été préparée pour son enterrement. Son corps avait-il pu être altéré entre son départ du funérarium et son arrivée sur son lieu de crémation ou d'enterrement? Il existe la possibilité d'une veillée suivie d'une crémation, où le corps est préparé et embaumé pour une veillée traditionnelle. Sauf qu'au lieu de le conduire au cimetière, on se rend ensuite au crématorium. Nous avons appris qu'un corps peut parfois être exposé plusieurs jours au salon funéraire avant d'arriver au crématorium. Quelqu'un a-t-il pu soustraire un corps au funérarium et avoir le temps de faire ce genre de choses avant qu'il ne soit conduit au crématorium? La réponse est oui. Nous avons aussi appris qu'il y a des directeurs de pompes funèbres dans ce pays qui vendent des morceaux de corps. Ça a entraîné l'enquête sur un tout autre chemin. J'aimerais croire que tous les directeurs de pompes funèbres ont une éthique et font les choses comme il faut. Mais on ne sait jamais vraiment ce qui se passe. Il y a un côté sombre. Certains se permettent de faire des horreurs. Je n'exclus pas que cet inconnu ait pu être victime d'une sorte de transaction au marché noir. Ça s'est forcément passé en sous-main. Tonight, claims of secretly dismembering and selling body parts in the hours after a death. We have talked to more than a half dozen families, now victims of what they describe as a scheme to profit from their pain. On est entré en contact avec un journaliste qui enquêtait sur le trafic de corps au marché noir. Et il avait l'intention d'inclure notre inconnu dans ses recherches. Quand j'ai commencé à m'intéresser à cette affaire, la question était: cet inconnu a-t-elle été victime d'un marchand de corps? Est-on dans le cadre de la vente de corps? Je travaillais sur un article à propos de gens qui gagnaient leur vie en vendant des morceaux de corps sur le marché noir. Et ces gens agissaient quasiment les mains libres. C'est très différent d'un concept mieux connu des gens, comme peut l'être la transplantation d'organes. Là, il y a beaucoup de lois sur ce qui peut être fait ou pas. Mais pour ce qui concerne les vendeurs de corps, on peut clairement qualifier de boucherie les endroits où les organes sont récoltés. Ils y sont découpés, puis vendus, souvent dans un but de recherche. Et on a remarqué une chose: ils tenaient des conférences dans des hôtels. Ils louaient la grande salle de bal et ils amenaient avec eux des morceaux de corps, des têtes ou d'autres parties pour les présenter à l'assistance et pratiquer des démonstrations. Torsos for $1,000, a pelvis with upper legs for $1,200, heads went for $500 and $250 for a knee. La simple idée qu'un vendeur de corps puisse vendre une tête humaine $500